Certains sénateurs profiteraient de l'opacité du système pour s'enrichir personnellement. En mai dernier, Le Parisien révèle que de l'argent du Sénat serait détourné au profit de quelques sénateurs du groupe UMP. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour des faits de détournement de fonds publics, abus de confiance et blanchiment. Les juges s'intéressent à un sous-groupe de l'UMP. Son nom, l'Union républicaine du Sénat, l'URSS. Son président est Henri de Rincourt. L'un des comptes en banque de l'URSS est domicilié à la Société Générale, dans le quartier de l'Opéra, à Paris. Fin 2013, les enquêteurs du ministère des Finances relèvent des mouvements suspects sur ce compte. Plus de 120 000 € ont été retirés en liquide en 2 ans. Un homme était au cœur de ce dispositif. François Thual était fonctionnaire au Sénat. Comme en témoignent les statuts de l'URS, il en était le secrétaire général, sous la présidence d'Henri de Rincourt. Alors les policiers le convoquent pour lui demander des explications. Pourquoi avez-vous été convoqué par la police? Parce que c'est moi j'allais chercher le liquide. C'est ma fonction de coureur cycliste qui a attiré l'attention. Parce que c'était moi qui allais, ils avaient peur. Ils avaient des voitures, ils avaient des chauffeurs, mais non, mais il fallait que j'y aille, parce qu'ils avaient peur. Bon, j'avais pas peur. Régulièrement, il se rendait au 29 boulevard Haussmann, à la Société Générale. Il y effectuait des retraits en liquide. C'est très simple, déjà on a besoin de temps, chaque mois. Ça dépassait jamais 6 000 ou 7 000 €. Il effectuait ensuite sur son vélo les 4 kilomètres qui séparent la banque du Sénat. Mais j'étais garçon de course. Je m'habillais, je me banalisais, pour éviter quand même des agressions. De toute façon, s'il y avait un gars qui m'avait braqué, j'aurais donné l'argent, je ne vais pas mourir pour le groupe UMP. Hein. Bon, passé l'âge, vous savez, je rappelle que j'ai 70 ans. Hein. Bon, Selon François Thual, arrivé au Sénat, l'enveloppe aurait alimenté les caisses de l'URSS. Impossible de savoir comment cet argent était réparti. François Thual s'occupait du cash, mais pas seulement. Ce chéquier, c'est un des chéquiers de l'association URSS. Je signais les chèques. Qui était pour qui Qui était pour les sénateurs, membres de l'URSS. Et en général, soit c'était pour eux personnellement, et je ne sais pas s'ils les déclaraient aux impôts. Je sais qu'il y en a actuellement un certain nombre qui font les jaunisses, parce que leurs services fiscaux départementaux, ça leur a donné des idées. Et d'autres qui étaient plus malins, on faisait pour une association, je ne sais pas moi, les éleveurs de poulets de Péterouchnock. C'était des sommes que vous versiez régulièrement? À la demande. Parce que très souvent, les sénateurs étaient dans ces associations. Donc, je fais virer telle somme à telle association. Parmi les bénéficiaires en toute légalité, Jean-Claude Gaudin pour plus de 20 000 €, René Garec pour 12 000 €, ou encore Jean-Pierre Raffarin qui s'est fait rembourser un voyage au Canada. Mais d'après François Thual, le grand bénéficiaire était Henri de Rincourt, le président de l'URSS. Il se serait attribué entre 4 000 et 5 000 € par mois pendant plusieurs années. Sur ce RIB, on peut voir que l'URSS a domicilié son compte en banque à Saint-Valérien dans l'Yonne, chez Monsieur de Rincourt. Dans ce château du XVIIIe siècle. Nous tentons de l'interroger. Une dame vient à notre rencontre. Bonjour madame.
On souhaiterait voir monsieur de Rincourt. Là, c'est pas possible. On n'est pas à l'URSS ici? Non, pas du tout. Selon elle, le château n'abrite pas le siège de l'URSS. Nous tentons de joindre Henri de Rincourt. Il confirme avoir touché de l'argent personnellement et il trouve ça tout à fait normal. Groupe politique, monsieur, article 4 de la Constitution, il fait ce qu'il veut de ses recettes. C'est de l'argent des groupes politiques. C'est pas de l'argent du Sénat. Je vois pas en quoi ce serait choquant, quoi. Voilà. Ce qui a choqué, je pense, c'est le fait que ça soit versé aux parlementaires personnellement. Bah pourquoi? Quand je vais faire le plein de mon auto, quand j'achète un costume, moi qui habite à la campagne, et qui vit en pantalon de velours et en jean et en chemisette, je mets pas de costume et de cravate. Ouais. Si j'achète un costume, 3 costumes dans l'année, au lieu d'acheter un costume tous les 5 ans, alors c'est personnel ou professionnel? Et nous n'avons aucun compte à rendre à personne. Si moi, je dois aller justifier un magistrat, mais ça veut dire quoi? Quelle est ma liberté? Au Sénat, ces révélations ont fait grincer des dents. Pas tant vis-à-vis du contribuable que de certains membres de l'UMP qui s'estiment lésés. C'est en tout cas l'avis de Bernard Sauget, le questeur UMP du Sénat, un ancien de l'URSS. Si ce n'est pas illégal, ça peut devenir parfois immoral. Car effectivement, certains sénateurs ont peut-être touché plus que d'autres et il y a eu certainement des ségrégations. Lesquelles je n'en sais rien, je ne veux pas en entendre parler, c'est pas mon problème. Mais au sein de chaque groupe, à chacun de faire sa cuisine interne et sa lessive aussi. Hein. Le linge sale, on le lave en famille. Hein. Bon, alors ma foi, qu'il le fasse. Une autre question se pose. De 2009 à 2010, Henri de Rincourt quitte le Sénat pour entrer au gouvernement Fillon. Il est ministre des Relations avec le Parlement. Selon François Thual, il aurait continué à percevoir de l'argent de l'Union républicaine du Sénat. Il a décidé de quitter le Parti socialiste, mais pas les bancs de l'Assemblée nationale. Moi, je suis très choqué et indigné de ce comportement. Décidément, ce monsieur Thévenoud n'aura rien compris. Il aurait peut-être mieux valu qu'il reste au PS et par contre qu'il rende son mandat de député, ou du moins clairement que devant les citoyens, il revienne devant les électeurs. Les électeurs de Thomas Thévenoud, justement, qu'en pense-t-il dans son fief, en Saône-et-Loire? Les gens qui ont voté pour lui se sentent trahis, ses amis se sentent trahis. Évidemment, ceux qui n'ont pas voté pour lui se lâchent complètement. Il ne devrait pas être à l'Assemblée. Voilà, il devrait démissionner. On devrait le mettre dehors, tout simplement. Aujourd'hui, il paraît difficile de pouvoir assumer de telles fonctions sans commencer par être soi-même exemplaire. Thomas Thévenoud, 40 ans, jusqu'à la semaine dernière, l'étoile montante du PS. Mais le ministre, le plus éphémère de la Ve République, 9 jours seulement. Dans sa chute, il entraîne également Sandra, sa femme, chef de cabinet du président du Sénat. Elle a été suspendue. Sur la question du bannissement de ses proches jusqu'à la 4e génération et des mines de sel, dans le cas d'un contrat de travail, alors que le droit du travail ne prévoit rien à cet effet, je pense que c'est abusif. D'autant plus que l'on ne sait pas si le couple déclarait ses impôts conjointement ou séparément. La séance est ouverte. 15h à l'Assemblée nationale, le jour des questions au gouvernement. La séance se déroule comme d'habitude. Mesdames, messieurs les députés, surtout c'est bon. Madame la députée Frascasalis. Mais personne n'écoute vraiment. Les esprits sont ailleurs. Une information non vérifiée circule dans les rangs. En ce moment même, Jérôme Cahuzac serait en train de se rendre dans le bureau des juges financiers. Et en effet, au même moment, à l'autre bout de Paris, une voiture arrive au tribunal de grande instance, probablement celle de Jérôme Cahuzac. La confirmation tombe quelques instants plus tard. Jérôme Cahuzac est bien dans le bureau des juges en ce moment, alors que va-t-il se passer? Personne ne sait exactement ce qu'il se dit à l'intérieur. Mais chez les journalistes, on murmure qu'il pourrait être en train de reconnaître l'existence de son compte caché. À l'Assemblée, suspension de séance. À ce moment-là, aucune confirmation officielle. S'il vous plaît, mais le malaise est perceptible. Monsieur Moscovici. La gauche évite les caméras. Monsieur Cazeneuve, s'il vous plaît.
Je vais avec Michel. Sur Jérôme Cahuzac, s'il s'avérait qu'il avait menti devant la représentation de l'Assemblée nationale. Pardon, attends, reprenez. Jérôme Cahuzac Oui. est en train d'avouer en fait qu'il a eu un compte en Suisse et à sa naissance. C'est sûr ça. S'il s'avérait qu'il avait menti en fait devant la représentation de l'Assemblée nationale, quelles seraient les conséquences? Ah, un tel mensonge. Non, je peux pas le croire. Pourtant, tout va s'accélérer très vite. Écartez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous. Après plus d'1 heure d'audition, la voiture de Jérôme Cahuzac quitte le tribunal. À moto, nous suivons son véhicule. Rien d'officiel, mais quelques instants auparavant, il vient d'avouer au juge l'existence de son compte caché. À l'intérieur, Jérôme Cahuzac se doute probablement qu'il vient de déclencher un des plus gros séismes politiques de la Ve République. Puis il arrive chez son avocat. Nous sommes la seule chaîne de télévision présente. Mais là encore, il ne fait aucune déclaration. Quelques instants plus tard, sur son blog, il publie ses aveux officiels. À Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à mes anciens collègues du gouvernement, je demande pardon du dommage que je leur ai causé. Il ajoute qu'il est dévasté par les remords et qu'il a ordonné le rapatriement en France des 600 000 € de ce compte. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Une petite réaction, s'il vous plaît, une petite réaction. Pour la gauche, le coup est rude. Tous ont en mémoire l'aplomb avec lequel Jérôme Cahuzac s'est défendu durant 4 mois. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Même le jour où il quitte le gouvernement, il continue de clamer son innocence. Jusqu'à ce mardi 2 avril. Alors, pourquoi décider d'avouer? Peut-être parce que les juges étaient entre autres sur le point de découvrir la vérité. De l'UMP au PC, en passant par le FN et le PS, savez-vous que chaque parti a son propre organisme pour former les élus? Merci. Ces stages sont payés par les mairies, les départements et les régions. En matière de transition énergétique. Cet argent public ne vient donc pas de la grande cagnotte de la formation professionnelle, mais directement de vos impôts locaux. Et vous allez voir que là aussi, les détournements existent. En examinant la situation, nous découvrons qu'il y a un mouvement en particulier qui semble plutôt gourmand et pas très regardant avec l'argent de la formation des élus. Europe Écologie Les Verts. Allez, pour Eva! Un parti pourtant très sensible à l'exemplarité en politique. La République que nous voulons est exemplaire et impartiale. Jean-Luc Touly, conseiller régional en Île-de-France, en est membre. Il s'est rendu plusieurs fois aux Journées d'été des Verts, qui se tiennent chaque année. Le grand show politique du parti. Toutes les têtes d'affiche sont là, au milieu des militants et des élus. Et à chaque fois pendant l'événement, les Verts organisent aussi des formations sur place. L'organisme de formation du parti est une association, officiellement indépendante, le C10. Le C10, c'est le centre de formation des élus écologistes qui est agréé par le ministère de l'Intérieur. Pendant 10 ans, le C10 a été dirigé par un des piliers des Verts, Jean-Vincent Placé, aujourd'hui sénateur. Sur ce clip, on voit des élus studieux en pleine séance de travail. Tout ça a l'air très sérieux. Mais la réalité constatée par Jean-Luc Touly est différente. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on vous demande d'abord, lorsque vous êtes un élu, de venir vous inscrire donc, dans le bâtiment qui est réservé à la formation des élus. Donc j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, voilà, écoute, tu viens d'arriver, si tu peux émarger.
Et puis je dis, ben voilà, je reste aujourd'hui, donc je marche que pour aujourd'hui, parce que je ne serai pas là demain, c'est pas la peine que je revienne demain, etc. Bah, alors, du bah non, écoute, émarge pour l'ensemble de la fin de la semaine, donc j'ai dû émarger, au lieu d'émarger pour une journée, j'ai émargé pour 3 jours. Ça, c'est demander à tous les élus qui arrivent, en gros, à l'Université des Verts. Absolument. Je pense qu'un certain nombre de dirigeants ont bien compris que tout ça est important d'émarger, parce que derrière, il y a des rentrées financières qui ne sont pas de l'enrichissement personnel, mais qui sont quand même un petit peu un détournement de l'objet même du système de la formation. Formation des élus et formation professionnelle, c'est pareil. Il suffit de signer pour toucher l'argent. Avant d'être ministre, Cécile Duflot était élue à la région Île-de-France. A-t-elle, elle aussi, émargé pour des formations auxquelles elle ne s'est pas rendue, ou en tout cas pas longtemps? Selon nos infos, en 2011, le Conseil régional francilien paye 1 400 € pour 3 jours et demi de cours à Cécile Duflot lors des journées d'été des Verts. Ce qui est étrange, c'est qu'en 2011, à la veille de la présidentielle, la secrétaire nationale du mouvement est très occupée. Comment peut-elle être à la tribune, comme ici, ou devant les caméras, comme là? Et en même temps assister aux 3 jours et demi de formation du C10. Cécile Duflot aurait-elle la faculté de se dédoubler à l'infini? L'ex-patronne des Verts est aujourd'hui ministre du Logement. Ce jour-là, elle signe justement une convention sur la formation professionnelle dans le bâtiment. La formation des professionnels, c'est vraiment et véritablement un maillon essentiel de nos objectifs. La journée est donc bien choisie pour lui demander si elle a participé à la formation de 2011 du C10. Madame la ministre, bonjour. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez suivi un cycle de formation au cours de l'université d'été de 2011 ? Oui, parce que avant l'université d'été, il y a... Pendant les 3 jours. Hein. Oui, voilà. Et donc, c'est pas une formation professionnelle, d'ailleurs, c'est une formation d'élus. Vous avez suivi assidûment 3 jours de formation, c'est ça? Ça dépend ce que vous appelez assidûment. Donc, je suis en général pas la plus assidue, mais oui, et même l'année dernière, je n'ai pas participé à la formation en tant que formée, mais en tant que formatrice de façon bénévole. Alors, c'est de l'argent public, tout ça. En l'occurrence, en 2011, pour votre formation à vous, c'était 1 400 €. C'est la région Île-de-France qui donne ça au C10, le centre de formation des élus des Verts. Donc c'est important que vous y participiez. Est-ce que oui ou non vous y avez participé? Mais bien sûr que j'y étais. Dites-nous juste quand à peu près dans vos souvenirs, vous pourrez peut-être nous envoyer des infos. C'est le mercredi, mais je pourrais retrouver sans difficulté. Je sais exactement ce que je faisais l'année dernière, par exemple, parce que l'année dernière c'est des souvenirs frais. Donc on a parlé de logement, je crois, le jeudi après-midi, notamment d'un certain nombre de sujets. Donc un sujet qui était un sujet d'actualité sur lequel je travaille maintenant en tant que ministre, qui est le logement dans les yourtes. Le cours sur les yourtes, l'ex-secrétaire national des Verts l'a bien suivi. Voici peut-être le futur ministère du Logement. Mais en 2011, elle n'a effectivement pas été la plus assidue. Son cabinet nous le confirme quelques jours plus tard. Cette année-là, elle n'assiste qu'à 1 jour de stage sur 3 et demi. Ok, c'est arrivé à tout le monde de faire l'école buissonnière. Et certains diront, 1 400 €, ce n'est pas grand-chose. Sauf que 1 400 €, c'est presque l'équivalent brut d'un SMIC. Le salaire mensuel que touchent beaucoup de Français. Et puis, si des dizaines d'élus font la même chose, ça finit par faire beaucoup. Lors des journées d'été de 2011, le centre formateur des Verts a réalisé 170 000 € de bénéfices avec l'argent public de la formation. Et c'est à peu près le même montant chaque année. Cet argent ne peut pas servir à financer les Verts, c'est interdit par la loi. Il semblerait pourtant que le C10 ait trouvé une parade. Nous mettons la main sur des documents internes à l'association. Ils révèlent que le centre de formation a participé en 2004 à l'achat du siège national des Verts pour 75 000 €. Le bâtiment est situé ici, en plein Paris. L'achat a été effectué par l'intermédiaire d'une société nommée Un Toit pour les Verts, créée par Cécile Duflot. C'est cette société qui a reçu l'argent du C10. Nous souhaitons interroger le directeur du C10 de l'époque, Jean-Vincent Placé, un habitué des médias, sur cette curieuse transaction. Mais le sénateur choisit soigneusement les journalistes à qui il accorde des entretiens. Il refuse de nous recevoir.
Nous l'appelons. On voulait savoir si on pouvait avoir une interview avec vous. J'ai eu le président de l'association et le directeur actuel qui était trésorier. Et comme ce sont eux les responsables légaux de l'association, ils se tiennent totalement à votre disposition pour répondre à vos questions. C'est des choses en fait assez précises qui concernent le moment où vous avez été directeur, donc ça nous semble tout à fait normal de vous poser la question à vous. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de poser la question à quelqu'un d'autre, quoi. J'accepte des interviews lorsqu'il s'agit de parler de la politique du pays, donc il ne faut pas faire un mec trop prétentieux, mais tout de même. Sur le financement de Un toit pour les Verts, les 75 000 euros que vous avez donnés, vous, dans Un toit pour... Il paraît que non, le directeur trésorier m'a dit que non, donc il est prêt à vous donner les documents. Nous, on les a, les documents. Et je peux vous dire que c'est écrit dessus. Hein. J'ai les comptes généraux, votre grand livre des comptes généraux 31 décembre 2004, j'ai ça sous les yeux, je peux vous dire que le document, on l'a, hein, et a priori, ça a été fait. Donc, pas de problème, je suis prêt à vous et puis j'ai d'autres documents. Vous avez même oublié. Vous aviez oublié? Et vous savez, c'était il y a 8 ans, 9 ans, c'était quand même un poste, je vais vous dire, il y a 10 ans, je fais plein de choses depuis dans la vie. 75 000 euros, oublier, c'est pas facile à oublier, 75 000 euros. C'est des sommes importantes pour vous, mais bon, voilà. Ah oui, c'est des sommes importantes pour la totalité des Français. Vous raconterez ça dans votre émission, hein? Jean-Vincent Placé a effectivement un trou de mémoire. Les 75 000 euros ont bien servi à l'achat du siège du parti. Il a fallu en fait l'intervention d'un commissaire aux comptes, étonné par la transaction, pour que la somme soit remboursée au C10, un an après.